Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Je me lève moi ce matin un petit peu de bonne heure pour faire la vidéo du week-end, pour faire le point sur les marchés et partager avec vous mes stratégies, moi ce que je pense sur l'économie et l'évolution des marchés à court, moyen, long terme. Alors je vous rappelle que cette chaîne, hein, c'est uniquement pédagogique, je vous invite pas à faire comme moi. Je partage avec vous mon trading, ce que moi je pense sur les marchés, ce que je fais. Voilà, mais il est important de savoir que sur les marchés financiers, vous avez des risques et il est important de consulter un conseiller financier, un professionnel de la finance, votre banque, votre banquier par exemple, des experts de la finance avant d'investir. Voilà. Donc cette chaîne pédagogique vous permet d'avoir cette vision un petit peu que j'ai des marchés. Je vous invite d'ailleurs à vous entraîner avant de passer en réel. Vous avez sous cette vidéo un lien pour ouvrir un compte démo, c'est très intéressant. Ouvrez un compte démo, entraînez-vous avant de passer en réel et essayez de viser des 90% de trades gagnants. Et quand vous arrivez à ce niveau de 90% de trades gagnants, vous pouvez commencer à penser à investir en réel. Alors le point sur le portefeuille Trader Pro, alors j'ai peu tradé en ce moment parce qu'on a eu une belle reprise des marchés. Je suis en gain de 67 264 euros, j'ai 18,71 euros de résultat moyen, j'ai passé 3596 trades et je suis toujours à 93,8% de trades gagnants. Alors depuis le début de l'année, donc ce mois-ci, j'affiche une perte. Ben voilà, ça m'arrive aussi de temps en temps, hein. J'ai eu des commentaires qui me reprochaient de faire trop de performances et de ne pas être sérieux. Je me tâte d'ailleurs à continuer à publier mes performances sur la chaîne YouTube parce que bon, quand je vois des remarques comme ça alors que je fais ça sur mon temps libre pour partager avec vous bénévolement mes positions. Donc je sais pas, peut-être que si ça dérange des gens que je poste mes performances, bah, j'arrêterai de le faire et puis je ferai juste de l'analyse technique, je vous donnerai ma vision économique, géopolitique sur les marchés, ce que je pense sur le marché. Alors j'ai pris des petites pertes sur l'or que j'avais et sur le blé. C'est des positions, j'ai 14 strats, donc j'ai une perte de 852 euros. Le mois n'est pas terminé. Puis surtout, bah, là c'est un résultat médiocre puisque je suis en dessous des 80% de trades gagnants. Donc on va tout de suite regarder, on va faire l'analyse technique, voir un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Alors je vous rappelle, hein, bien sûr, c'est une chaîne pédagogique, hein, ce n'est pas le but c'est pas de copier mes positions, hein, et de vous faire votre propre idée et de consulter bien sûr des professionnels de la finance si vous voulez investir en bourse, parce que les marchés financiers c'est bien évident risqué, vous pouvez faire des gains mais vous pouvez aussi faire des pertes. Alors le CAC 40, qu'est-ce qu'on a sur le CAC 40? Alors là, c'est le CAC 40 en mensuel, hein, donc on a vu, moi j'avais vendu, pour ceux qui me suivent, le marché en août 2021. Donc août 2021, j'avais vendu à partir de ce moment-là. Donc le marché avait progressé hein, de 13% derrière. Donc moi j'avais pris des positions vendeuses ici, puis après ça avait baissé. Comme je l'anticipais, hein, parce que j'anticipais une hausse de l'inflation suite aux politiques monétaires des banques centrales de ces dernières années, qui, bah, bien sûr, ne pouvaient générer qu'un gonflement de la masse monétaire et des dettes. Donc voilà, donc ce premier mouvement que j'ai eu, hein, qui a été lié à l'inflation, je l'ai joué, et puis quand on s'est rapproché des 5500 points, bah, je me suis allégé de mes positions, et j'ai décidé de me repositionner dans la zone mineure ici, et la zone majeure devant. Donc moi j'ai vendu, hein, j'ai vendu un petit peu dans cette zone-là et dans cette zone-là, donc je suis en perte sur certaines positions, mais c'est pas gênant, j'ai des petites positions, et voilà, et on voit que le marché a continué à progresser de 8% derrière pour revenir un petit peu sur mes niveaux de vente que j'avais en 2021 quand je vendais dans cette zone-là. On est un petit peu dans la même situation. Alors aujourd'hui, les marchés rebondissent parce que c'est quelque chose de classique. Quand on a une correction comme ça, les actions deviennent très attractives hein, pour certains, puisqu'on a eu des baisses de plus de 60% sur certaines valeurs. Donc ça génère des achats, des rachats de vente qui génèrent un rebond technique des marchés qui est tout à fait normal en phase de retournement long terme et de pré-crack.
Alors le prochain mouvement baissier que j'anticipe, moi, qui va pour moi se produire, hein, je rappelle que ma cible sur l'indice CAC 40 est toujours inchangée, c'est je vise ce niveau-là, je n'achète pas long terme tant qu'on n'est pas revenu sur ce niveau de marché. Et puis j'ai tendance, bien sûr, j'étais vendeur dans cette zone-là, mais je suis naturellement vendeur dans cette zone aussi, hein, et je ne serais pas surpris de voir le marché échouer dans les jours à venir. Alors peut-être ici, peut-être ici, je sais pas, peut-être même faire un petit pic, mais voilà, de toute façon, je vise ce mouvement-là sur le CAC 40. Donc voilà, donc actuellement je ne renforce pas mes positions, je suis à la vente, je les garde, je sais que le marché monte, mais je suis capable de tenir mes positions. Et je vais plus jouer un double le sommet, voilà, pour des raisons fondamentales, pas techniques, hein. Je rappelle que quand je vendais, moi ici en août 2021, tous les signaux étaient haussiers, comme exactement ici. Mais les fondamentaux s'étaient dégradés. Donc on peut avoir certainement un double sommet qui pourrait, voilà, techniquement, si on regarde l'analyse technique, on pourrait même aller avoir une correction en cas de crise grave, revenir sur ce niveau-là des 3800 points. Mais voilà, donc de toute façon, moi, tant qu'on est sur ces niveaux très élevés et très éloignés du prix moyen du CAC 40 qui est de 4900 points maintenant, en 2023, je n'achète pas, je dois acheter uniquement sous les 50%. Donc idéalement dans cette zone-là, et puis si, quand je passerai à l'achat dans cette zone-là, si on a un pic baissier ici, je garderai mes positions acheteuses, je me renforcerai intelligemment pour jouer après une reprise. C'est vraiment le scénario que je vise un petit peu sur tous les indices. Alors les raisons sont nombreuses. On a bien sûr la guerre en Ukraine, hein, donc on ne connaît pas l'issue actuellement, hein. On a aussi le plafond de la dette US, hein, qui va arriver en janvier. Là, il va falloir renégocier. Les dettes sont tellement énormes. Donc les dettes ont continué à gonfler. On voit les gouvernements, euh, font un petit peu assistent un petit peu la hausse de l'inflation avec des chèques carburant pour le gouvernement français. Voilà, on aide, on essaye par de la dette un petit peu d'atténuer l'impact de l'inflation. Mais voilà, mais ça c'est temporaire, on le voit. Les entreprises subissent de plein fouet la hausse énergétique. On voit des boulangers aujourd'hui qui voient la facture électricité flamber. On voit des entreprises, même un boucher, hein, qui a des chambres froides, bah, c'est un coût en plus. On a le carburant qui flambe aussi. Donc tout ça, voilà, ça provoque, on le voit, hein, déjà, on voit des entreprises qui sont obligées de licencier aujourd'hui, de licencier du personnel pour essayer, ben, d'atténuer, d'éviter que les caisses de l'entreprise se vident trop vite, et les licenciements vont continuer à augmenter. Ça va s'amplifier et bien sûr on va avoir une hausse du chômage à un moment et puis on va rentrer dans une phase de récession. Donc on a eu la phase d'inflation, hein, cette phase d'inflation qui a fait monter les taux d'intérêt. Donc l'impact de l'inflation, ben, bien sûr c'est sur la dette, le financement. Les gens ont du mal à se financer aujourd'hui. Si vous voulez acheter un bien immobilier, votre banquier va vous dire, bah, écoutez, nous, on ne peut pas vous prêter 300 000 euros, on ne peut plus vous prêter que 250 000 euros. Et tout ça, ça va avoir un impact sur le secteur du bâtiment. Des gens vont repousser des travaux qu'ils avaient à faire, des achats immobiliers vont être refusés. On voit énormément d'acheteurs immobiliers qui disent, ben voilà, je signe le compromis et puis je vais voir ma banque, et puis qui reviennent 15 jours après pour dire aux vendeurs qu'ils ne peuvent pas acheter la maison parce que le crédit a été refusé. Donc bien sûr, ça fera baisser les prix de l'immobilier. Alors nous, en France, c'est un petit peu moins critique parce qu'on a des taux fixes, mais aux États-Unis où il y a des taux variables, et ben, on peut avoir une crise immobilière assez importante, et je pense qu'elle va arriver parce que c'est une question de dette et de financement. En Chine, pareil, il faut s'attendre à une correction du marché de l'immobilier. On voit qu'en Chine, on détruit des immeubles qui ne sont même pas finis d'être construits parce que, ben voilà, la crise est là. On a Evergrande, on n'en a plus trop parlé, mais il va se passer des choses sur le marché chinois. Et puis, ça fait que la croissance en Chine est aussi en train de ralentir. Donc, on a quand même toute cette hausse de l'inflation, hein, qui est là. On a des taux d'intérêt qui sont encore élevés. On est loin des 2% de l'objectif des banques centrales, hein, puisqu'on est à plus de 5%, dans certains pays à 10%. Donc ça a un impact considérable et tout. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, les Français ont perdu du pouvoir d'achat, les habitants dans le monde ont perdu du pouvoir d'achat. Ben, ils réclament des hausses de salaire, ils veulent des augmentations de salaire. On voit chez Decathlon en ce moment des salariés qui réclament une augmentation de salaire. Donc ben voilà, ben, le problème c'est si les salariés euh, euh, ont ces augmentations de salaire, bah, ça annule un petit peu l'effet de la Fed, de la hausse des taux des banques centrales pour faire baisser les prix. On monte les taux pour que les gens aient moins de pouvoir d'achat et achètent moins pour faire baisser les prix. Et puis d'un autre côté, les salariés demandent plus d'argent pour continuer à acheter. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et on se rend compte que l'inflation que l'on a actuellement est beaucoup plus vicieuse qu'une inflation ponctuelle. Donc je pense que
Je m'attends, moi, franchement, à des marchés difficiles, à une rentrée en récession des économies et dans le monde. Hein, le monde entier va rentrer en récession. Et je pense qu'on pourra espérer peut-être mi-2024 une stabilisation ou voilà un souffle du marché. Mais là, je m'attends plus à une correction du marché. Je ne serais pas surpris qu'en 2023, entre 2023 et 2024, on ait une baisse des marchés à deux chiffres, hein, des baisses de 20 à 30% sur les indices, ce qui ne serait pas impossible, puisque on voit les valorisations sont quand même extrêmement élevées, alors que les résultats, les dividendes sont médiocres. On voit aujourd'hui le livret A qui va rémunérer à 3%, et puis derrière, on a des actions qui rémunèrent à 0,5% de dividendes. Bah, pourquoi investir dans ces actions alors qu'à côté, vous avez des rendements sécurisés beaucoup plus sains. On a aussi la Crédit Suisse qui est en difficulté. On voit le secteur bancaire, hein, une crise, un retournement de marché, une crise économique est toujours structurée de la même façon. On a toujours le secteur automobile en premier qui est touché, hein, ce qui est le cas aujourd'hui. On voit dans le secteur automobile des difficultés. On a vu Tesla qui a plongé aussi. On ne sait plus d'ailleurs si Tesla c'est une entreprise technologique ou automobile, mais voilà, mais Tesla avait atteint des niveaux de valorisation extraordinaires. Quand je recommandais de vendre Tesla en 2021, souvenez-vous, je vous disais que Tesla était valorisé autant que tous les constructeurs automobiles réunis. Et voilà, et ça, c'est pas tenable par rapport à la valorisation de l'entreprise et surtout de ses résultats. Quand on vend 600 000 véhicules dans l'année et quand on voit les ventes de Toyota, par exemple, il y a une anomalie financière. Donc la crise se structure toujours pareil. On a la crise du secteur de l'automobile qui vient parce que ça touche les consommateurs. Les gens ont du mal à payer le carburant, à acheter une nouvelle voiture, surtout si les taux montent. Donc voilà, c'est une grosse dépense l'automobile pour les ménages. On a l'immobilier qui était une grosse dépense, hein, à cause de la flambée de l'immobilier. La bulle immobilière a généré bien sûr des achats plus coûteux pour les ménages. Donc voilà, c'est une grosse partie du budget du ménage. Maintenant, le remboursement d'un prêt immobilier, parfois sur 25-30 ans pour certains. Et puis derrière, l'automobile aussi est une grosse dépense, puisque les gens, pour acheter des biens immobiliers toujours plus chers, ont été obligés de s'éloigner de leur lieu de travail. Et bien souvent, c'est deux véhicules qui doivent fonctionner pour amener ces gens sur leur lieu de travail. Avec la hausse, la guerre en Ukraine, on a eu la hausse des carburants, la hausse des pièces détachées, tout augmente. On voit bien les assurances commencent à augmenter aussi leurs tarifs. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le coût de réparation d'un véhicule a augmenté, le prix des pièces détachées a augmenté, donc tous les prix augmentent, tout au monde on le voit quand vous faites vos courses, hein, les tarifs augmentent, tout ne fait qu'augmenter. Pour vous donner une idée, j'avais mes parents à manger hier, j'ai acheté un roast beef 1,8 kg, j'ai payé 88 euros le roast beef d'1,8 kg. Bon, pour moi c'est énorme. Une galette des rois que j'ai pris à 27 euros, c'est énorme aussi. Tout ça, ça a augmenté. Si on remet ça en France, ceux qui ont connu le franc, je pense que nos parents n'auraient jamais payé des prix comme cela. Donc voilà, donc les ménages sont en grande difficulté, ils veulent des hausses de salaire, mais les salaires, la hausse des salaires n'est pas possible, puisque voilà, si on monte les salaires, il va falloir monter encore les taux plus haut, parce qu'on monte les taux pour que les gens achètent moins cher et faire baisser les prix, et puis si d'un autre côté on augmente le pouvoir d'achat, tout ça. Donc la crise automobile est en place, on l'a acté en 2021-2022. Là maintenant, on va rentrer dans la crise du bâtiment et de l'immobilier, où il va y avoir une tension un petit peu sur ce secteur. Et puis on sait très bien que quand le bâtiment va, tout va, et puis quand l'immobilier et quand le bâtiment ne va plus, rien ne va. Donc il faut s'attendre à une crise du secteur du bâtiment. Pourquoi? Parce que on voit déjà des entrepreneurs qui, par rapport au coût du carburant, malgré les aides de l'État, hein, le carburant est toujours très très cher. Je rappelle qu'il a augmenté au 1er janvier, mais il va encore augmenter. Voilà, ces entrepreneurs n'ont plus intérêt de faire 50 km avec leur camion qui consomme énormément pour aller faire un chantier. Ils préfèrent rester à proximité. Tout ça, voilà. Et puis les gens, ils vont moins dépenser. Et on va rentrer dans une correction du marché du bâtiment qui va entraîner une crise immobilière, hein. Donc on verra des agences immobilières qui vont fermer, on verra des ventes qui vont chuter, et tout ça, ça va se transférer progressivement au secteur bancaire qui vont faire moins de prêts, puisque quand les banques prêtent de l'argent, elles créent de l'argent, de la monnaie en fin de compte, et quand elles créent de la monnaie, voilà, ça fait tourner le système, mais si elles prêtent moins d'argent, elles vont moins créer de monnaie, donc les caisses vont se vider progressivement, et puis derrière, elles vont devoir rémunérer plus les placements aussi. On a vu le crack obligatoire
obligataire qui s'effondrait, dramatique, un crack obligataire. Hein. L'impact sur le secteur bancaire n'est pas négligeable. Je m'attends à des chiffres sur le secteur bancaire qui vont se dégrader rapidement et certainement de lourdes pertes pour certaines banques. On voit Crédit Suisse hein, en grande difficulté aussi. Donc après cette crise immobilière, tout ça, ça va se transférer au secteur bancaire, au secteur de l'assurance, qui vont être en difficulté. Et puis après, bah, tout ça, ça va se transférer à la dette des États et aux États, puis aux banques centrales. Donc on va vraiment avoir la crise qu'on a eue, l'inflation, ça a été un petit peu l'amorce, le déclencheur. Mais derrière, on va avoir une crise de la dette, en fin de compte, puisque le monde a dépensé en quelques années, en 10 ans à peu près, l'équivalent d'une vie de travail pour de nombreux travailleurs. Donc c'est vraiment la difficulté, donc je m'attends plus à une crise derrière, on va vraiment rentrer en crise, là on n'est pas encore en crise, on a eu l'inflation, les gens ont paniqué un petit peu, mais là on va avoir la récession, on a ce petit sursaut de l'économie, et puis l'espoir que les banques centrales vont baisser les taux d'intérêt pour sauver encore les marchés, hein, cet espoir. Imaginez, les marchés montent sur des mauvaises nouvelles en fin de compte. Là, les marchés ont rebondi dernièrement uniquement dans l'espoir que la Fed réduise la vitesse de sa hausse des taux. Et tout simplement parce que l'inflation a légèrement baissé, mais l'inflation reste énorme. Même si elle était à 4%, elle serait encore énorme. Donc je ne suis pas du tout optimiste pour les marchés. Donc ce rebond, je acte actuellement du rebond. Et ce qui va m'intéresser, c'est vraiment de profiter de la future correction du marché pour jouer un mouvement baissier plus prononcé. Donc voilà, donc ma cible, on va faire le tour des indices, ma cible c'est toujours ce niveau-là sur le long terme. J'estime que sur ce niveau-là, on arrive dans des zones de vente vraiment d'excès, certainement un double sommet dessus. Il sera difficile aux indices d'aller au-dessus de ce niveau-là, alors que on n'avait pas réussi à le franchir avant, alors que tout allait bien. On avait des taux d'intérêt historiquement bas, on avait une croissance, tout allait bien. On n'avait pas la guerre en Ukraine, tout est bien. On n'a pas réussi à monter. Alors comment on va pouvoir aller avec ce que nous avons sur l'économie actuellement? Je suis extrêmement prudent. Alors cette hausse est liée aussi au luxe, hein, la partie du luxe qui représente plus de 30% du CAC 40. Puis on a vu le luxe qui atteint des valorisations astronomiques. Et on sait très bien que le luxe peut s'adapter sur les prix, mais en cas de récession, les gens vont regarder des produits plus, comment dire, nécessaires que des produits luxueux. Des personnes qui perdent un peu de pouvoir d'achat vont peut-être pas se précipiter sur un sac à main à 4000 euros, vont préférer mettre de côté, épargner. Et donc attention à ça, je pense que le luxe atteint des niveaux de valorisation qui sont extrêmes, alors que les rendements sont pas forcément intéressants. Personnellement, je pense que là, on a une opportunité très intéressante pour sortir de ces valeurs luxe, que ce soit Hermès, LVMH, L'Oréal, toutes ces valeurs. Je pense elles sont mûres pour prendre des bénéfices après la belle hausse qu'on a eue. Et on pourra certainement racheter sur des niveaux de prix très intéressants. Je ne dis pas que ces valeurs vont s'effondrer, mais je dis que c'est des niveaux de prix où il faut concrétiser des plus-values, parce que vous avez plus à gagner en prenant vos plus-values sur ces niveaux-là que d'espérer des dividendes qui sont médiocres et qui ne compenseront pas une baisse de 10 à 15 voire 20% sur ces titres-là dans les mois à venir. Alors, on va regarder maintenant, on va faire un petit tour un petit peu plus rapide sur le CAC 40. Donc le CAC 40, moi j'avais vendu, hein, on était dans cette zone-là, donc actuellement je ne suis pas en position de vente, hein, puisque mes positions ne sont pas gagnantes, mais je ne suis pas inquiet. J'avais vendu ce signal de vente, on était dans cette zone, hein, les 50-61, la zone d'or, et puis là on est parti à la hausse sur l'effet de l'annonce, de la spéculation. Je pense que beaucoup de vendeurs à découvert surachètent. Donc moi ce qui va m'intéresser sur le CAC 40, ça va être bien sûr le prochain signal de vente 4 heures qu'on va avoir, donc je vais être patient. On peut noter quand même aussi ici l'impact sur les 78,6, on a le plafond de la dette qui va être négocié le 9 juin, et puis on va certainement avoir des entreprises qui vont commencer à annoncer des résultats médiocres. Donc là, je suis extrêmement prudent, donc là, pas de vente pour l'instant, inutile, on est dans une tendance haussière, je rappelle que on vend on est dans un canal, on le voit bien, donc on vend les amorces baissières, le pullback. Alors ça, quand on a eu le signal d'achat, certains ont pris des pertes. Moi, je les ai gardés puisque je suis dans une stratégie moyen terme, long terme, et je vise un minimum, un retour à 5500 points. Donc j'ai aucun intérêt de prendre mes pertes sur ce niveau-là. J'ai plus intérêt à me renforcer sur des niveaux supérieurs et surtout le prochain signal de vente 4 heures. Alors l'indice peut encore monter, on va certainement peut-être avoir, je ne sais pas ce qui va se passer, on va un pullback technique, on va s'accrocher comme ça à la hausse, et puis à un moment on va venir buter parce que les fondamentaux vont rappeler au marché
et après pour revenir à 5500 points. Parce que les fondamentaux sont là, on n'a rien sur les marchés qui peuvent justifier une envolée des cours actions actuellement, si ce n'est actuellement juste le luxe qui porte. On voit des actions qui continuent à s'effondrer. On a vu Logitech qui a plongé là. Donc voilà. Donc actuellement, c'est une tendance haussière. Sur le très court terme, les gens peuvent travailler l'indice à la hausse. Voilà. Mais ce qui va être intéressant et ce que je vais surveiller dans les mois à venir, et c'est ce qui m'intéresse, c'est le prochain signal de vente que j'aurai peut-être ici 4 heures, pour aller chercher après un retour à 6200 points et 5500 points. Et là, je pourrais commencer à concrétiser des plus-values et puis après me repositionner sur des rebonds. Donc voilà. Donc le CAC pour l'instant, mon côté, on attend un signal de vente 4 heures et on pourra vendre le marché sur des niveaux supérieurs. Le DAX pareil, le DAX on va surveiller le signal de vente 4 heures, le prochain signal de vente 4 heures va être m'intéresser parce qu'on va jouer nous des mouvements correctifs sur le long terme. Donc voilà, donc là on a eu ce signal d'achat 4 heures, on est remonté, j'ai joué ce signal de vente dans cette zone majeure de vente et puis là on a eu le signal d'achat et j'ai pas acheté et j'attends tranquillement le prochain signal de vente 4 heures pour aller chercher, je rappelle sur le DAX la cible que j'ai. Voilà, sur le DAX, ma cible sur le DAX, hein, c'est bien sûr ce niveau-là. Je vise ce niveau-là sur le DAX, un retour sur ces niveaux, idéalement dans cette zone-là. Donc voilà, donc cette hausse, je vends ce niveau-là pour aller chercher une nouvelle phase baissière, un pic haussier, voilà, et puis après une descente encore de l'indice de ce type. L'économie allemande va se dégrader, hein, qu'on le veuille ou non, avec la Chine, et tension sur la Chine, on a l'Ukraine, et puis l'Allemagne comptait énormément sur la Russie, donc je pense pas que les résultats soient si bons que ça dans les mois à venir. Sur le S30, un petit signal d'achat, pareil, un petit signal d'achat sur le S30, mais on arrive quand même sur des niveaux un petit peu excessifs, je pense pas que l'US30 puisse battre des records historiques. On est plus dans euh, un mouvement de reprise de voilà, et puis après on va avoir bien sûr l'échec, on va retomber. Je rappelle que sur le Dow Jones, ma cible c'est 28 300 points. Suite à ce mouvement, je m'attends à un retour à 28 000 et puis certainement 23 000 points après. Mon niveau d'achat à long terme sur le Dow Jones reste bien sûr cette zone ici. Je n'achète pas ici, j'ai plus tendance à vendre dans cette zone ici. Ici, c'est vraiment ma zone, voilà, moi, sur le long terme, je vends cette zone-là. Toute cette zone-là, c'est une zone de vente pour moi pour aller sur ces niveaux-là. Ce qui est intéressant aussi sur le Dow Jones, c'est qu'on a vu que le marché a baissé ici. On a eu une baisse du marché ici de 22, disons 22%, et puis là, on voit que le marché, il a rebondi de 21 et 22% ici sur ce niveau-là, donc on est en train de certainement bloquer et après repartir à la baisse. Alors tout ça, c'est pas des... Bien souvent quand je vends, j'ai toujours tendance à vendre un petit peu trop tôt, c'est souvent ce qui me fait gagner de l'argent. Si je vends le marché, c'est pas parce que j'ai un signal technique ou des moyennes à la hausse ou à la baisse, hein. C'est uniquement pour des raisons fondamentales. Alors, bien sûr, je vais utiliser l'analyse technique pour jouer euh, du timing, par exemple. Mais pourquoi je suis intéressé pour vendre ce signal de vente ici? Parce que ben voilà, les fondamentaux sont dégradés, je m'attends à une récession. Alors que ce signal d'achat, je ne suis pas forcément intéressé à l'acheter, même si je sais que le marché va rentrer. Je suis vraiment dans une stratégie de vendre des prix forts. Je vends des prix élevés sur les marchés. Ce qui m'intéresse, c'est de payer des prix bas et de vendre des prix hauts. Et si vous montrez un enfant de, de 10 ans et vous lui dites où est le haut et le bas du graphique, il va vous dire bah, le bas est ici, et puis le haut est ici, hein, on voit bien ces pics, et là, on est loin d'être sur des prix attractifs, hein. Ceux qui achètent sur ce niveau-là achètent quasiment au même niveau qu'en 2021, et puis derrière, vous avez vu, ils ont perdu de l'argent. Donc là, c'est la deuxième vague. Il faut s'attendre à une correction assez violente qui va suivre. Le SP500 qui a du retard, on voit qu'il a de la peine, donc là il tente de générer un signal d'achat. On a le signal d'achat 4 heures qui est généré. Donc voilà, donc je ne serais pas surpris de le voir un petit peu s'accrocher pendant que les indices européens commencent à stagner, à ralentir, et de venir pareil, je serais vendeur dans cette zone-là, les 61 et 50, qui est ma zone d'or euh, moyen terme, long terme de short, et sur la SP500, je vais chercher toujours pareil, ma stratégie ne change pas, ce n'est pas des mouvements de marché qui vont me faire changer, je vais chercher un retour dans cette zone-là sur le SP500. Donc je m'attends à un mouvement plus de ce type, hein. Ouais, on est sur un rebond, on peut monter ici, hein. Idéalement c'est ma zone d'or ici, voilà, je m'attends plus à un mouvement
de ce type dans les mois à venir. Pareil sur le Nasdaq, Nasdaq 100 pareil, on voit là, on a un plus bas qui est plus haut que celui-là, donc on a plus tendance à essayer de suivre un peu le marché européen et d'être dans un mouvement de rebond avant de tomber plus bas. L'indice Nasdaq a encore énormément de potentiel baissier, c'est un indice qui avait surperformé, donc bien sûr pour l'instant je n'achète pas ce mouvement-là puisque je suis dans une tendance forte baissière, mais voilà, on a cette zone, la zone mineure ici et majeure ici, un retour du Nasdaq dans cette zone-là m'intéressera pour vendre pour aller chercher les 8500 points. Dans une optique très court terme, si je voulais faire des achats, je vais le favoriser par rapport aux indices européens, hein, c'est plus celui qui va m'intéresser. Voilà, j'aurais plus tendance à jouer des achats si vraiment le marché veut s'accrocher à la hausse pour aller chercher ce niveau-là. Mais à partir de ce niveau-là, je me calmerai et je rentrerai dans une stratégie vendeuse puisqu'on arriverait dans ma zone de vente ici. Court terme, hein, la zone mineure et la moyen terme. Donc je placerai des ordres certainement de vente. Par exemple ici, je pourrais placer un ordre de vente sur ce niveau-là pour vendre ici, ici et ici. Et puis certainement dans cette zone-là pour jouer un échec et puis aller chercher derrière les 8500 points et surtout la cassure des 10 400 points. Donc les indices US, plus de rebonds techniques possibles par rapport aux indices européens. Le luxe ne va pas continuer à monter éternellement. Voilà, et on est surpris de voir que les indices US n'ont pas suivi, certainement à cause du plafond de la dette qui va se discuter. Un défaut de paiement aux États-Unis ponctuel n'est pas impossible. Bah, ça pourrait, bien sûr, créer des tensions sur les marchés financiers. Et puis, je me méfie aussi du secteur bancaire. Je m'attends à voir une banque faire faillite dans l'année 2023. L'US 2000, pareil, l'US 2000, peu de changements sur l'US 2000. Hein, je suis vendeur du rebond, donc là on voit bien ça s'accroche à la hausse, ça tente de rebondir. J'ai une zone mineure ici de vente qui est très intéressante en cas de rebond pour shorter, et puis bien sûr j'ai une zone où je serai un peu plus agressif pour shorter ici, pour jouer un mouvement de ce type s'il se produisait, une poussée ici dans cette zone là, et puis après un retour à 1400 points, qui est toujours ma cible privilégiée à moyen long terme, et je ne suis acheteur que dans cette zone là, je ne suis pas acheteur des niveaux supérieurs. Voilà pour le tour des indices. Je voulais faire le Natgas, je vais surveiller. Le gaz aussi, parce qu'on arrive sur un niveau qui est toujours très intéressant sur le Natgas. C'est les 78% ici du grand retracement, du grand mouvement haussier. Donc je surveille ces niveaux-là. J'ai des petits ordres d'achat sur ce niveau-là, sur le gaz, pour jouer tout simplement un rebond, un pullback technique hein, dans cette zone-là. Le Bitcoin, un mouvement haussier, donc qui est en train de se faire, qui sera validé, mais je ne serais pas surpris de voir le Bitcoin avec les tensions aux États-Unis sur la dette rebondir dans cette zone-là. Je pense qu'une poussée dans cette zone-là n'est pas impossible, avec un stop serré, on ne doit plus repasser en dessous. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif. Par contre, attention, retour sur cette zone-là, il pourrait avoir bien sûr une continuation de la baisse. On voit bien qu'on est sur une grosse zone de résistance ici. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de ceux qui ont acheté ici. Je pense que vous pouvez placer des stops à votre prix d'achat et tenter vraiment à 26 000, mais prendre des gains sur les 26 000. Un peu. Je pense qu'on peut aller revenir chercher après ce mouvement-là, avoir une nouvelle phase baissière et revenir au moins sur les niveaux ici. Hein, les 11 000 points ne seront pas impossibles après. Donc voilà, donc pour l'instant, une pause dans la baisse. Certainement, j'aurais tendance plus à favoriser un retour à 26 000 points actuellement qu'une cassure des plus bas avec ce qui arrive sur les monnaies. L'euro-dollar, j'avais recommandé l'euro-dollar, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, quelques mois. Donc là, je vous recommande, hein, toujours pareil, hein, ceux qui ont acheté l'euro-dollar, hein, je rappelle ce que je vous avais dit, l'euro-dollar, on avait acheté sur ces niveaux-là. Pourquoi? Parce qu'on avait en 4 heures, on avait un signal d'achat 4 heures ici, on l'avait joué celui-là. On avait des plus hauts qui étaient de plus en plus, des plus bas qui étaient de plus en plus hauts. On cassait ici ce niveau-là, ici, voilà. Cassé derrière, voilà, donc le croisement MA, je l'avais acheté moi ici pour jouer une poussée. Pourquoi j'ai acheté ici? Tout simplement parce que les deux derniers plus bas étaient de plus en plus haut et le plus haut là était plus haut que celui-là, donc il était logique de tenter un achat dans la zone DMA avec un stop si possible sous les derniers plus bas. Par contre maintenant, moi je vous recommande, ce n'est que mon avis,
je vous rappelle que quand j'achetais en MA 4 heures ici, c'est pour jouer un pullback technique dans les MA. Je vous disais, voilà, les cours sont trop éloignés des MA, on est toujours attiré dans les MA et on aura un pullback technique dans les MA. On a eu un signal de vente ici et là, on a le pullback technique, donc on ne va pas se remettre de la baisse là. Mais voilà, dans cette zone-là, c'est une zone où je vous recommande de prendre vos bénéfices à l'achat et d'attendre une correction pour revenir sur l'euro. Vous pourrez bien sûr vous positionner sur un retracement ici. Hop là, je fais une bêtise. Vous pourrez vous repositionner intelligemment après une correction, mais attendez-vous une correction sur l'euro-dollar. Alors, une correction sur l'euro-dollar, ça pourrait être lié bien sûr à une hausse des taux aux États-Unis encore, et puis aussi, voilà, un risque sur les marchés que le dollar serve de valeur refuge quand les marchés, les indices boursiers vont corriger. Donc aujourd'hui, voilà, j'aurais tendance à dire allégez-vous dans la zone DMA, aucune raison d'acheter ça, vous avez plus de chances d'avoir un mouvement correctif à un moment, et j'aurais tendance à acheter, bien sûr, la zone idéale d'achat sur correction, ce serait bien sûr la zone d'or majeure ici, la zone d'or mineure, pour aller chercher une nouvelle poussée vers les 1,10 et 1,12. Ça veut dire que là, à ce moment-là, si vous voulez jouer une cassure des indices, je rappelle que quand on était sur le signal d'achat 4 heures, je vous disais les indices, je disais que le prix de l'euro valait plus 1,15 que 1 dollar. Pour moi, je visais les 1,10, 1,12, cette zone qui est là, c'est cette zone que je visais, on n'est pas loin. Mais je pense que pour atteindre cette zone, il y aura un mouvement correctif de ce genre, et après, on pourra aller retester cette zone, soit après pour aller bien plus bas, soit pour aller chercher des niveaux supérieurs, mais ça, on verra ça en temps et en heure. Le mouvement que je favorise, c'est bien sûr, on peut s'accrocher à la hausse ici, mais ce niveau-là, c'est un niveau de prise de bénéfice pour ceux qui ont acheté dans le bas, pour se préserver d'un mouvement correctif de ce type, et c'est sur ce niveau-là, ici, là, dans cette zone mineure et surtout majeure ici, on a deux zones, c'est ici où voilà ceux qui, quand l'indice, quand l'euro reviendra dans cette zone-là, c'est là qu'il faudra se poser, bah voilà, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'achète, est-ce que je vends, pour revenir tenter les indices. Et dans ce cas, vous pourrez vous positionner avec des petites positions sur de larges niveau, par exemple, pour lisser votre prix de revient, il faudra attendre un signal d'achat 4 heures d'un pour rentrer à l'achat. Donc vous n'y êtes pas. Donc déjà, moi, ce que je peux faire, ce que je fais, je vous invite à le faire. Si vous avez, vous pouvez utiliser des comptes démo ou réels, mais si vous avez un compte démo, vous pouvez mettre des alertes qui vous préviennent aussi. Comme ça vous permet d'avoir des alertes. Voilà. Donc moi, les niveaux que je surveille, c'est bien sûr, je ne veux pas faire un achat. Ça va être bien sûr ce niveau-là. Alerte surpris, voilà, je vais placer 3 alertes ici qui m'intéressent quand l'euro sera là, je vais être prévenu parce que je ne vais pas surveiller l'euro tout le temps, et puis je vais aussi mettre 2 alertes ici qui m'intéressent, des alertes sur ces niveaux-là. Voilà. Ça en gros, je serai plus, alors pour faire simple, je serai plus vendeur de cette zone-là, et je serai plus acheteur de cette zone-là. Voilà, sur l'euro dollar, de cette zone ici. Hop là, ça ne veut pas se mettre. J'abandonne. Bon, voilà, on va le mettre comme ça. Voilà, plus acheteur de cette zone-là. Donc, je m'attends plus à un mouvement ici, achat ici effectué, prise de bénéfice dans cette zone-là, à proximité le plus proche possible de la MA, de la MSA. Et puis après, on va jouer un mouvement correctif avec une baisse des marchés sans doute qui devrait suivre et une hausse du dollar qui va encore générer des tensions sur le marché mondial. Voilà pour si aussi l'indice ici, l'indice très, je suis vendeur de cet indice. Donc on voit bien l'indice britannique qui s'envole. On se demande comment il peut surperformer tout ça. Je pense que je suis sur un excellent niveau. Donc bien sûr le plus haut je vais vendre et je tiens mes positions. Puisque je vise sur cet indice bien sûr un retour au minimum dans cette zone ici à moyen terme. On est plus dans une phase de range de rebond. Le Japon aussi, le Japon qui peine à rebondir. Attention au Japon, on voit bien les. Donc là, le Japon, moi, je suis toujours vendeur, bien évidemment, de la zone majeure et mineure qui se trouve ici. Donc en cas de rebond, je serai vendeur ici pour aller chercher, bien sûr, la cible moyen-long terme que j'estime à ce prix-là. C'est ici que j'achète l'indice japonais, mais pas avant, surtout avec ce qui se passe sur le yen. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Alors, aucun achat pour moi, aucune vente pour l'instant. Puisqu'on arrive sur des niveaux, si on regarde le CAC 40, là je suis plus à attendre, à laisser le marché faire.
Donc je place pas d'ordre limite, j'ai des positions vendues ici. Donc maintenant, si je dois revendre, ce sera soit sur un niveau supérieur ou autrement. Mon job, ce sera de prendre des bénéfices sur la prochaine correction des indices. Donc là, je n'ai plus rien à faire, j'ai fait mon job. J'avais vendu ici, j'ai pris mes bénéfices ici. J'avais dit que je revendais dans la zone d'or majeur et mineur. J'ai vendu sur ce niveau-là, le marché monte, je prendrai mes bénéfices certainement à 5500 points et 4900 points. Maintenant, je ferai peut-être du trading court terme. Alors je rappelle, en trading, quand vous voulez faire du trading, je vais vous montrer un signal d'achat par exemple, comment j'interviens. Voilà, par exemple ici vous avez un signal d'achat hein, avec les MA, ici vous avez votre signal d'achat, et ben vous rentrez toujours sur le pullback ici, hop, vous rentrez toujours ici sur le pullback, n'achetez pas sur les plus hauts, vous rentrez sur le pullback, et vous pouvez mettre bien sûr un stop si vous le voulez, hein, vous pouvez mettre un stop ici, sous les anciens plus bas. Donc voilà, donc une fois que tu es à l'extérieur, si vous voulez acheter, on n'achète pas le CAC ici, on achète sur les pullbacks techniques. Ici, vous achetez. Vous achetez pas ici, vous achetez toujours à des prix réduits. Vous n'achetez pas ici, vous achetez toujours sur les pullbacks. Et voilà, et donc là, les vendeurs à découvert, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre un croisement baissier des MA 30 minutes, et là, vous pourrez, quand ça va baisser, ça va accélérer, ça rebondira, et vous pourrez vendre le pullback pour aller chercher des niveaux inférieurs. Et ça marche dans toutes les tendances, donc plus vous jouez sur des tendances courtes, plus ce sera difficile de gagner de l'argent. Plus vous jouez sur des tendances longues, plus ce sera facile. Le 15 minutes, par exemple, on voit bien, le 15 minutes, il est intéressant. Alors, apprenez à regarder sur un indice. Voilà, vous voyez, le 15 minutes, vous avez votre signal d'achat ici. Ici, en 15 minutes. Vous avez eu votre signal de rentrée de marché sur ce niveau-là. Ici, et à aucun moment vous avez un signal de vente 15 minutes, donc vous êtes toujours dans le même mouvement aussi. Par contre, attention, vous êtes très éloigné du signal d'achat, donc il y a de grandes chances que vous ayez à un moment un signal de vente 15 minutes, et puis plus le signal a duré longtemps, plus la baisse est naturellement brutale. Apprenez aussi à juger de la cherté du marché. Plus les cours sont très éloignés de la MM100, plus vous serez amené et attiré à revenir dans ces MA. Donc aujourd'hui, les acheteurs, ceux qui sont très agressifs, ils sont à l'achat dans cette zone-là. En cas de pullback pour jouer là, tant qu'on n'a pas de signal de vente 4 heures. Moi, de mon côté, je laisse le marché monter et j'attends le prochain signal de vente 4 heures pour jouer le pullback. C'est un peu le même signal que j'ai eu ici. Mais là, j'ai eu un échec, mais j'ai conservé mes positions. Pourquoi? Parce que j'étais tout simplement dans ma zone d'or. Et je me dis, ces positions sont des positions pour aller chercher les 5500 points. Si ça monte, très bien, j'aurai une opportunité de vendre encore sur des niveaux supérieurs. Mais je ne cherche pas à vendre n'importe quel prix et tous les prix. Je vendrai un nouveau signal de façon à avoir un écart entre mes positions prises ici et ça suffisamment intéressante pour réduire copieusement mon prix de revient. Sur ce, je vous souhaite à tous un agréable week-end. À bientôt.